Les rues de Paris révolutionnaires ont couru rouges de sang. Le rugissement de la foule résonna à travers les ruelles, où la justice s'était transformée en vengeance, et la guillotine n'était plus crainte, mais attendue. Dans cette ville, où les têtes ont roulé quotidiennement et la miséricorde avait disparu comme de la brume, il y a eu une mort qui a laissé même les révolutionnaires endurcis en silence. L'exécution de la princesse Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan, connue de la cour comme la princesse de Lamballe, n'était pas simplement une autre victime de la Révolution. C'était quelque chose de plus sombre. Quelque chose signifié à blesser plus profondément que n'importe quelle âme pourrait atteindre. Elle n'était pas seulement une noble. Elle était l'amie la plus proche de la reine Marie-Antoinette. Sa loyauté n'était pas politique, c'était personnel. Et à une époque où l'allégeance pouvait vous faire tuer, sa dévotion est devenue sa condamnation à mort. Mais ce n'était pas seulement une question de punition. C'était à propos du spectacle. Son meurtre a été conçu non seulement pour mettre fin à une vie, mais pour briser une âme. Ce que les révolutionnaires lui ont fait ont envoyé un message. Pas aux gens, mais à la reine elle-même. Et vous ne croirez pas jusqu'où ils sont allés pour s'assurer que ce message a été vu, et que vous vous êtes senti. La mort de la princesse de Lamballe deviendrait l'un des actes les plus horribles de la guerre psychologique de l'histoire. Un affichage brutal et calculé de ce qui se passe lorsque l'humanité se rend à la peur, à la rage et à la soif d'humiliation. Et tout a commencé ici, dans le cœur imbibé de sang de Paris. Elle est née dans l'une des dynasties les plus anciennes et les plus puissantes d'Europe, la Chambre de Savoie. Le 8 septembre 1749, Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan entra dans un monde de privilèges, de traditions et d'attentes. Sa vie semblait destinée à suivre le chemin du devoir noble, entourée de luxe et d'influence. Mais le destin avait d'autres plans. À seulement 17 ans, elle a été donnée dans un mariage arrangé avec Louis-Alexandre de Bourbon, le prince de Lamballe, un cousin du roi Louis XV et héritier de l'une des familles les plus riches de France. Sur le papier, c'était une alliance parfaite. En réalité, ce fut une tragédie silencieuse. Le jeune prince était charmant en public, mais derrière les murs de leur grand domaine, il était connu pour son indulgence, son jeu et ses affaires sans fin. Marie-Thérèse, douce et profondément dévote, s'est retrouvée attachée à un homme qui vivait imprudemment et aimait rarement. Le mariage a duré à peine un an. Puis, en mai 1768, il mourut subitement. Whisper a suggéré une maladie provoquée par ses propres excès. À seulement 18 ans, la princesse de Lamballe a été laissée seule, allongée, le cœur brisé et marqué par la trahison. Mais au lieu de se retirer du monde, elle a changé. Son chagrin est devenu un but. Elle se tourna vers l'intérieur, embrassant une vie de compassion et de force tranquille. Elle a cherché un sens non pas dans le statut, mais en service. Et dans cette transformation tranquille, elle emprunterait sur un chemin qui la conduirait un jour directement dans le cœur de l'une des tempêtes les plus sombres de l'histoire. C'était à Versailles, en train de donner des plafonds dorés et derrière les masques polis de la vie courtoise, que leur amitié a commencé tranquillement. Marie-Thérèse Louise, maintenant une jeune veuve, a porté le poids de la tragédie personnelle avec grâce. Et Marie-Antoinette, la dauphine d'origine autrichienne, avait du mal à trouver sa place dans un monde étranger et souvent hostile. Ce qui les a réunis, ce n'était pas la politique. C'était de la douleur. Les deux femmes, bien qu'entourées d'opulence, connaissaient la solitude qui accompagnait leur rôle. Ils l'ont reconnu dans les yeux. Avec le temps, leur connexion est devenue quelque chose de bien plus profond que la formalité. Il est devenu un lien construit sur des secrets partagés, des rires doux à huis clos et à chuchoter les confessions que personne d'autre n'a été autorisé à entendre. Lorsque Marie-Antoinette est devenue reine en 1774, elle a créé une position spéciale juste pour son plus cher ami, le surintendant de la maison de la reine, un rôle puissant qui est venu avec une influence, une confiance et un salaire généreux de 150 000 livres. C'était un honneur différent de tous les autres, mais cela a coûté à un prix. À mesure que leur amitié s'approfondissait, le ressentiment aussi. Les chuchotements ont commencé à remuer parmi les courtisans. Des brochures ont inondé les rues, représentant la princesse comme un agent étranger, une influence corrompue, une ombre derrière l'extravagance de la reine. Pour le public en colère, elle est devenue une cible facile, peu fidèle, née à l'étranger et inébranlable. Mais à l'intérieur du palais, rien de tout cela n'avait d'importance. La princesse de Lamballe était plus qu'un compagnon. Elle était une mère de substitution pendant les grossesses de Marie-Antoinette, une conseillère calme pendant ses heures les plus sombres.
Lorsque le mariage de la reine était froid et que sa popularité s'est effondrée, la princesse est restée ferme, doux, inébranlable. Leur lien est devenu plus que l'amitié. C'est devenu une bouée de sauvetage. Mais dans la France révolutionnaire, l'amour comme ça, visible, loyal et provoquant, était une chose dangereuse. Et ceux qui regardent de l'ombre n'oublieraient pas. Ce qu'aucune femme ne savait, c'est que cette fraternité serait bientôt testée d'une manière qu'aucun cœur ne pourrait jamais se préparer. À la fin des années 1780, l'air de Paris avait changé. Les chuchotements s'étaient tournés vers des cris. Dans les salons et les rues, dans les cafés et CR des marchés aux dead, des brochures venimeuses circulaient, remplies de rumeurs, de demi-vérités et de mensonges pointus. Beaucoup avaient une cible en commun, la reine, et celles les plus proches d'elle. La princesse de Lamballe était maintenant peinte comme un symbole de tout ce que le peuple méprisait. Loyauté extraterrestre, luxe noble, influence silencieuse. Son nom est apparu dans des tracts scandaleux, son image s'est déformée au-delà de la reconnaissance. Plus elle gardait ses douces devoirs, plus la foule imaginait du complot derrière son silence. Puis vint l'étincelle. En 1789, la Révolution a éclaté. Des foules en colère ont quitté les rues, exigeant du pain, de la justice, du sang. La monarchie trembla tandis que l'ancien monde commençait à se fissurer. Pourtant, au milieu du chaos, la princesse n'a jamais abandonné son rôle. Pendant que les palais brûlaient et que des voix pleuraient pour une nouvelle république, elle est restée fidèle, calme, mais inamovible. En 1791, tout a changé. La famille royale a tenté une évasion désespérée à Varennes, dans l'espoir de fuir la tempête croissante. Ils ont échoué. Leur capture était publique, humiliante, et le contre-coup a été immédiat. La princesse, attachée par son nom et par le cœur à la reine, se retrouvait maintenant en danger mortel. Des amis l'ont supplié, quittez la France. Épargnez-vous. Les connexions nobles à travers l'Europe offraient une protection. Mais sa réponse était toujours la même. Elle n'abandonnerait pas Marie-Antoinette, pas de peur, pas pour la sécurité, pas pour rien. Et avec cette décision, elle a scellé son sort. En août 1792, la tempête l'a finalement atteinte. La princesse de Lamballe a été arrêtée et emmenée à la prison de la Force, un nom qui deviendrait tristement célèbre pendant la Révolution. Ce n'était pas une prison au sens noble. C'était une ruche pourrie de désespoir. Surpeuplée, sale et trempée dans la puanteur de la peur, c'est là que les prisonniers politiques étaient brisés avant d'être détruits. Ils l'ont placée dans une cellule exiguë parmi les criminels et les parias. Les murs coulaient de saleté. La nourriture était à peine comestible. Les gardes crachaient des insultes à son nom. Les autres détenus chuchotaient et regardèrent, certains avec curiosité, d'autres avec haine. Pourtant, à travers tout cela, elle est restée composée. Pas avec l'arrogance, mais avec une grâce silencieuse. Et puis est venue les offres. Si elle dénonce la reine, si elle condamnait la monarchie, sa vie pourrait être épargnée. Les responsables révolutionnaires pensaient qu'elle se briserait. Ils avaient besoin de ces mots, de sa trahison, à utiliser contre Marie-Antoinette. Mais à chaque fois, elle a refusé. Pas une seule fois, elle n'a prononcé un mot contre son ami. Tandis que d'autres criaient ou pleuraient, elle a prié. Elle a partagé le peu de nourriture qu'elle avait. Elle a réconforté ceux qui l'entourent. Un prisonnier a déclaré plus tard que c'était comme si une bougie avait été allumée dans l'obscurité, et qu'elle scintillait doucement, refusant de sortir. Sa force n'était pas en résistance. C'était en dévotion. La princesse croyait que sa souffrance avait un sens. Cette loyauté était éternelle, même si la vie ne l'était pas. Sa foi était inébranlable, son esprit intact. Même lorsque les jours passaient et que les rumeurs de violence étaient remuées à l'extérieur des portes de la prison, elle a gardé la conviction que ce qu'elle défendait, honnête, amitié et dignité, valait plus que sa sécurité. Elle avait choisi son chemin avec une compréhension complète du coup. Et ce choix calme et inébranlable la rendait beaucoup plus dangereuse aux yeux de ses ravisseurs. Parce qu'elle n'était pas seulement une noble dans une cellule. Elle était devenue un symbole de tout ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Début septembre 1792, Paris était une ville saisie par la terreur. Les armées étrangères se fermaient. Des rumeurs se sont propagées comme des incendies de forêt. Décortiquent que les prisonniers royalistes s'élèveraient bientôt de leurs cellules pour aider les envahisseurs. Les gens, déjà crus de faim et de peur, ont été poussés au bord. Puis vinrent les voix qui enflammeraient le feu. Georges Danton rugit du podium. Jean-Paul Marat a versé du poison dans la presse.
Ils ont appelé à la vigilance, à la force, à des mesures extraordinaires. Mais ce qu'ils ont déclenché, ce n'était pas la justice. C'était un massacre. Les prisons, courtisées avec des nobles, des prêtres et toute personne accusée de sympathie à l'ancien régime, sont des cibles. La logique de la foule était terrifiante dans sa simplicité. Si nous ne les tuons pas, ils nous tueront. Et donc, la vengeance a été rebaptisée en tant que devoir. Le 2 septembre, le meurtre a commencé. Pas en secret, mais en plein jour. Pas avec honte, mais avec acclamation. Les citoyens ordinaires, les baquaires, les forgerons, les marchands, se comparent. Des hommes qui vendaient du pain ont maintenant balancé des épées. Les rues à l'extérieur des prisons remplies de cris et de rivières de sang. Aucun essai. Aucune défense. Seules les listes, les armes et la fureur aux yeux sauvages. La justice était devenue une lame dans les mains tremblantes. Et au fond de la prison de la force, la princesse de Lamballe était assise en silence, sachant que la foule allait arriver. 3 septembre 1792. Les portes de la force gémissaient ouvertes au rugissement d'une foule furieuse. La foule était venue non seulement pour tuer, mais pour faire un point. Et il la voulait. La princesse de Lamballe a été traînée de sa cellule et a marché dans la cour de la prison. Là, un tribunal de fortune attendue. Aucune robe, pas de loi, pas de justice. Juste des révolutionnaires ivres au pouvoir et trompés de sang. Il ne voulait pas de vérité. Il voulait une soumission. Il lui a demandé de jurer la loyauté envers la République. Ils lui ont dit de dénoncer la monarchie, et surtout, de trahir Marie-Antoinette. Mais la princesse resta immobile. Sa voix ne tremblait pas. Sa réponse était claire. Elle ne prêterait pas serment contre sa conscience. Elle ne parlerait pas un mot contre la reine. Ne pas lui sauver la vie. Pas même pour retarder sa mort. Le silence qui a suivi n'était pas un respect, c'était de la fureur. La foule ne voulait pas de sa force. Ils voulaient sa honte. Ils étaient venus de peur, pour mendiants, pour la satisfaction de regarder la noblesse s'effondrer. Au lieu de cela, ils ont rencontré la dignité. Et était son dernier crime. Quelqu'un dans la foule a crié « La mort à l'ami d'Antoinette ». Et avec cela, la phrase a été scellée. Le tribunal avait fait son travail. Ne pas juger, mais à condamner. L'exécution n'attendrait pas. Ils ne l'ont pas seulement tué. Au moment où le tribunal s'est terminé, la foule est descendue. Elle a été tirée dans la rue comme une offrande de rage, secouant, griffonnant, hurlant. Mais la princesse de Lamballe ne s'est pas battue. Elle n'a pas demandé. Cela ne les rendait plus en colère. Ce qui s'est passé ensuite peut à peine être décrit. Elle a été battue, déchirée de toute dignité et soumise à des violations impensables, là-bas, en plein air, devant une foule qui applaudissait comme dans un spectacle. Ce n'était pas une exécution. C'était un rituel d'humiliation. Il voulait éliminer non seulement sa vie, mais tout ce qu'elle représentait, la loyauté, la grâce et la noblesse. Sa souffrance a été tirée, délibérée. Chaque acte conçoit non pas pour faire taire, mais pour profaner. Quand c'était fini, son corps était froissé, brisé et méconnaissable. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Ils ont coupé la tête. Pas avec cérémonie, mais avec du brut, serrant la main. Puis, comme s'il dévoilant un trophée grotesque, ils l'ont placé sur un brochet et l'ont soulevé au-dessus de la foule. Les gens rugissaient. Le sang coulait sur l'arbre en bois alors qu'ils se dirigeaient dans les rues de Paris. Mais ce n'était pas seulement pour eux. Ils avaient un public final en tête. La foule coiffait soigneusement ses cheveux, les brossant, le curling, les épinglant dans sa forme familière. Rouge a été appliqué à ses joues sans vie. Ses yeux, autrefois pleins de chaleur, regardèrent maintenant fixement alors qu'il marchait sur sa tête coupée à travers la ville. Leur destination, la tour du Temple. La reine Marie-Antoinette a été emprisonnée à l'intérieur. Et la foule voulait qu'elle voie. Reconnaître. Comprendre. Ce n'était pas seulement un meurtre. C'était un message. La princesse avait été son amie, son réconfort, sa constante. Et maintenant, elle était un symbole, oisier au-dessus de la foule dans un dernier acte de cruauté indicible. Ce qu'ils ont fait à la princesse de Lamballe n'a jamais été censé être oublié. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'elle se souvienne en tant que femme. Ils voulaient qu'elle se souvienne comme un avertissement. Le cortège a traversé Paris comme un cauchemar a fait vivre. Ils ont chanté en marchant, agitant des drapeaux, élevant le brochet pour que tout le monde puisse le voir. Tout en était-elle.
La tête de la princesse de Lamballe, peinée, stylée, défilait comme une moquerie de tout ce qu'elle était autrefois. Pas seulement un avertissement aux gens, mais un poignard visant le cœur d'une femme. Lorsqu'ils ont atteint la tour du temple, la foule a exigé que Marie-Antoinette soit amenée à la fenêtre. Au début, elle a refusé. Mais la foule est devenue violente, battant les portes, criant des menaces. Les gardes, craignant pour leur vie, ont supplié la reine de regarder, juste une fois, pour calmer la foule. Et ainsi, elle l'a fait. Elle s'avança, et la vit. Les boucles délicates, le visage ensanglanté, la tête de son ami la regardant sur un brochet. Des témoins ont dit qu'elle s'était effondrée instantanément. Son corps s'est frappé comme frappé. Le son de sa chute résonna à travers les murs de la tour. À partir de ce moment, quelque chose en elle s'est cassé. La reine, déjà prisonnier du corps, est devenue prisonnier en esprit. Sa voix se calma. Ses yeux ont perdu leur lumière. Elle s'est retirée de ses enfants, qui avaient tout vu, son effondrement, ses sanglots, son silence. La mort de la princesse de Lamballe n'a jamais été censée arrêter une rébellion. C'était destiné à briser une âme. Et en cela, les révolutionnaires avaient réussi. La mort de la princesse de Lamballe a envoyé des ondes de choc bien au-delà de Paris. Dans les tribunaux royaux à travers l'Europe, l'horreur s'est tournée vers Fury. Son meurtre, si public, si grotesque, est devenu une preuve indéniable que la Révolution avait abandonné ses idéaux et embrassé quelque chose de bien plus brutal. Dans un monde qui considérait autrefois la noblesse comme intouchable, son sort a brisé toutes les illusions. La loyauté était devenue un crime. Dignité, menace. Et l'amitié, une condamnation à mort. Pour les révolutionnaires, son silence sous pression la rendait dangereuse. À l'histoire, cela l'a rendue inoubliable. Elle n'a pas parlé à la foule. Elle n'a pas maudit ses ravisseurs. Elle n'a pas demandé sa vie. Ce qu'elle a offert était quelque chose de bien plus provoquant. Grèce. Son exécution a marqué un tournant. Un moment où beaucoup ont réalisé que la Révolution ne faisait pas que dévorer la monarchie. Il dévorait sa propre humanité. Mais même maintenant, des siècles plus tard, son histoire soulève la question qui refuse de s'estomper. Que signifie rester fidèle, quand rester loyal signifie une mort certaine? Était-elle courageuse, ou tragiquement naïve? Son sacrifice était-il noble, ou insupportablement cruel? Il n'y a pas de réponse facile. Seulement un souvenir qui persiste, d'une femme qui entra volontiers au cœur de la terreur, pas pour la politique, pas pour le pouvoir, mais pour un lien, elle a refusé de trahir. Et dans ce silence, dans cette immobilité avant que la tempête ne la prenne, elle est devenue plus qu'une princesse. Elle est devenue un symbole.